J'abrège cette séance d'hypnose. Dans cette vidéo, je vais vous partager l'expérience, celle d'une séance que j'ai dû écourter pour une raison que je vais vous partager. Ce sera l'occasion pour moi de vous parler du cadre thérapeutique, le fameux cadre thérapeutique, que vous devez impérativement instaurer. Bonjour à toutes et à tous, ici David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, thérapie brève et infirmier diplômé d'État. On va donc parler de choses intéressantes ici, en tout cas, je l'espère. Pour vous, juste avant, je vous incite et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier. Profitez-en. On y va, c'est parti, j'abrège cette séance d'hypnose. Alors ça part d'un consultant qui vient me voir pour arrêter de fumer. Jusque-là, rien d'anormal. Ça m'arrive régulièrement, ça vous arrive peut-être aussi, sauf qu'il vient pour faire plaisir à sa femme parce que c'est sa femme qui le pousse pour arrêter de fumer et lui, il ne veut pas. Il me décrit une motivation, enfin plutôt il quantifie une motivation à 3 sur 10 et c'est principalement pour sa santé, mais il n'a pas trop envie d'arrêter de fumer et pour cause, il est jeune, il a du mal à entrevoir l'avenir saccagé à cause de ça. Voilà, je pense qu'effectivement, quand on est jeune, on se dit, bah écoutez, on verra plus tard, voilà. Et ça peut être entendable, mais en attendant, voilà, il n'est pas motivé. Quand je dis ça peut être entendable, évidemment, ça ne justifie pas le fait de continuer à fumer, vous en doutez. Et puis, j'ai aussi un autre cas en tête que je vous partage. C'est un monsieur qui vient me voir pour des douleurs chroniques, donc apprendre à gérer ses douleurs chroniques. Donc il a des douleurs chroniques, ça fait 2 ou 3 ans que ça dure, il n'est pas motivé pour arrêter, pour gérer ses douleurs chroniques. Pourquoi? Alors là, il ne me le dit pas clairement avec des mots qu'il n'est pas motivé pour gérer sa douleur. Je m'en rends compte. Pourquoi? Parce que je m'intéresse toujours aux bénéfices secondaires. Donc à la question, si vous voulez, initiale, quand vous travaillez avec des personnes douloureuses, pensez toujours à ça. À la question, est-ce que vous êtes motivé pour ne plus avoir mal? Oui, 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 la plupart du temps, enfin, pour ne pas dire toujours d'ailleurs, c'est la personne qui vient vous voir parce qu'elle n'en peut plus, elle a mal, elle souffre jour et nuit continuellement, etc. Et là, c'est ça, il est très douloureux, il veut apprendre à gérer sa douleur, il n'en peut plus, voilà. Mais j'entends en fond sonore, en lisant un petit peu entre les lignes, qu'il y a des bénéfices secondaires pour ce monsieur. Le bénéfice secondaire, c'est quoi? Ça fait, je crois, ça faisait environ 16 mois qu'il était en arrêt de travail grâce à sa douleur. Donc moi, j'amène les choses de façon à évaluer s'il est motivé ou pas. Et je lui dis, mais donc vous avez bien conscience que si vous n'avez plus de douleur, si vous apprenez à les gérer, l'objectif est atteint, on se projette un petit peu, tant mieux, super, eh bien il va falloir reprendre le travail, puisque c'est à cause de la douleur que vous ne travaillez plus. Et là, il me dit en rigolant, alors il me l'amène délicatement, évidemment, hein, il n'est pas du tout sur le ton de la provocation, il me dit non, c'est grâce à la douleur que je ne travaille plus. Et donc, là, je sens qu'il n'est pas tout à fait motivé finalement pour se débarrasser de la douleur. Je lui dis d'accord, est-ce que alors vous êtes motivé, vous êtes d'accord avec ceci, si, je parle en votre nom, hein, à votre place, si je n'ai plus mal, je dois reprendre le travail, je vais travailler comme avant, etc. Voilà. Et là, il me dit non, je ne pense pas être vraiment prêt à reprendre le travail sans douleur, parce que quelque part, il y a un confort. C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Bon, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires, ça, il ne me le dit pas. Et il me dit, bon, bah, je vais devoir réfléchir parce que je ne sais pas trop ce que je vais faire par rapport à ça. Voilà. Et je ne l'ai jamais revu. Alors j'imagine qu'il a conservé sa douleur, j'imagine peut-être très mal, et qu'il a prolongé son arrêt de travail. Ça, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Je sors un tout petit peu du sujet qui nous intéresse dans cette vidéo, mais c'est très intéressant. Quand j'étais enfant,
Bénéfice secondaire, comme tous les gosses, parfois on est malade, on a une sinusite, on a de la fièvre, voilà. Je me rappelle que quand j'avais de la fièvre, j'étais très content, surtout c'était le dimanche soir, et pendant que je parle, je revis ces sensations de bonheur parce que je me disais: super, demain matin, lundi matin», et je détestais les lundis matins comme beaucoup de gosses, je n'irai pas à l'école parce que j'ai de la fièvre. Et donc globalement, à 39 de fièvre, j'étais sûr de rester chez moi lundi, mardi. Mercredi, on n'avait pas d'école et donc de retourner à l'école que le jeudi. Sauf que le lundi, je commençais à aller mieux. Mes parents surveillaient la fièvre et moi, je voyais la fièvre qui descendait. Oh, je disais ça sent mauvais parce que si la fièvre descend, c'est-à-dire que demain, je retourne à l'école et j'en ai pas envie. Alors qu'est-ce que je faisais? Je prenais le thermomètre, je le mettais près du feu parce qu'on avait un feu à l'âtre, un feu de bois. Et j'attendais que ça monte et puis je disais: «Voilà, regardez, j'ai» et puis évidemment, j'étais gosse, je connaissais pas les normes, j'ai 43, ce qui était tout à fait impossible et ils avaient, évidemment capté mon truc parce que je pense que je devais pas être si discret que ça et voilà, c'était un bénéfice secondaire. Grâce à cette fièvre, je ne vais pas à l'école pendant quelques jours. Suis-je motivé pour me débarrasser de cette fièvre? Probablement que non. Bénéfice secondaire. Donc, quand on parle de motivation, il faut aussi penser aux bénéfices secondaires. Voilà, excusez-moi, je marche en même temps que je vous fais cette vidéo, que je produis ce contenu, donc peut-être que vous m'entendez marcher. Moi, j'ai besoin que les consultants soient motivés non pas à 7, à 8 ou à 9 sur 10, j'ai besoin que mes consultants soient motivés à 10 sur 10. C'est pour moi ce qui constitue l'alliance thérapeutique. Ainsi, ils vont pouvoir effectuer leur part du travail et moi, je vais pouvoir assurer la mienne. La motivation, je considère qu'elle n'est pas un simple atout. Pour moi, elle est véritablement le carburant essentiel du processus de transformation. Il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas de motivation. Et donc, ça veut dire que sans un engagement actif de la part des consultants, un engagement véritablement volontaire, forcément, même les techniques les plus efficaces, et vous êtes probablement très expérimenté, ou les conseils les plus avisés, ou les cadres thérapeutiques les mieux structurés, tout ça, ça restera totalement inefficace. Pour moi, c'est un peu comme si on essayait de démarrer une voiture sans essence. L'intention, elle est là, ok, on veut la démarrer, l'intention est là, mais l'énergie manque. Et ça ne marche pas, parce que l'intention seule, elle ne suffit pas. Il y a un proverbe ancien qui dit: on ne peut pas guider un cheval à l'eau s'il n'a pas soif. On ne peut pas guider un cheval à l'eau s'il n'a pas soif. L'accompagnement, c'est un espèce de chemin partagé. On a des objectifs, on a un cadre thérapeutique, mais le consultant doit être le premier à vouloir avancer. Et quand je reprends le cas que j'évoquais au tout début de cette vidéo du monsieur qui vient me voir pour arrêter de fumer, c'est en fait sa femme qui lui dit: tu vas aller voir monsieur Vigneron pour arrêter de fumer, le premier à vouloir avancer, c'est sa femme. Or, sa femme n'est pas concernée, en tout cas pas directement concernée, par le sevrage tabagique. Alors d'un point de vue, et donc ça ne peut pas marcher, vous le comprenez, d'un point de vue neurobiologique, quand un consultant est réellement motivé, ou une personne dans tout autre contexte d'ailleurs, ce sont les circuits de la récompense que vous connaissez probablement, les circuits dopaminergiques qui s'activent et ce, intensément. La dopamine, c'est je vous rappelle, je vous l'explique, un neurotransmetteur. On l'associe d'ailleurs très souvent au plaisir, à la recherche de la nouveauté. La dopamine, elle joue un rôle clé dans tout ce qui est planification, dans la persévérance aussi, dans l'atteinte d'un objectif. Donc on ne peut pas se passer de persévérance, de planification dans l'atteinte d'un objectif. Un cerveau motivé, c'est un cerveau qui est déjà en mode action, il est déjà en mode apprentissage, ce qui bien sûr rend le travail beaucoup plus efficace. En tout cas, le travail se fait et l'intégration des nouvelles habitudes plus rapide parce qu'il va y avoir de nouvelles habitudes à acquérir. Enfin, si je me reporte encore une fois sur ce que je disais par rapport au sevrage tabagique que j'évoquais. Alors, il y a des recherches, bien sûr, peut-être vous êtes déjà intéressé à ça d'ailleurs, des recherches en neurosciences cognitives, excusez-moi, notamment des recherches sur le système mésolimbique qui confirment que l'anticipation d'une récompense,
par exemple le changement souhaité, c'est réussi, eh bien c'est un puissant moteur. C'est ce que notamment le neuroscientifique Daniel Siegel explique en disant, je le cite, la motivation est le carburant du cerveau, d'où mon analogie précédemment avec la voiture, etc. Daniel Siegel, la motivation est le carburant du cerveau. Alors vous commencez à comprendre pourquoi j'ai écourté ces séances, parce que sans motivation, on ne va pas aller bien loin. On va poursuivre, on va parler de locus de contrôle. Juste avant cela, sachez que vous pouvez vous abonner à mon canal Telegram, c'est tout à fait gratuit. Une fois par mois, je vous diffuse du contenu, des bonus, des mini-formations, etc., qui sont exclusivement produites pour ce groupe. Alors pour vous inscrire, c'est sous cette vidéo, 100% gratuit, je vous l'ai dit, alors profitez-en. Alors on poursuit, j'abrège cette séance d'hypnose, d'ailleurs je vous en ai donné deux là. Et donc on va parler de l'autodétermination et on va parler du locus de contrôle. On va donc pour cela aborder la psychologie avec la célèbre théorie de l'autodétermination de Ryan et Deci, qui met en lumière que la qualité de la motivation, elle est fondamentale. La qualité de la motivation est fondamentale. Un consultant qui est réellement motivé, il agit par choix, par une motivation intrinsèque, ça vient de lui, contrairement à l'exemple du monsieur qui vient pour arrêter de fumer, mais poussé par sa femme. C'est-à-dire qu'il est poussé par son propre désir d'apprendre, de réussir un objectif, de grandir, de changer, plutôt que par des pressions externes, la femme qui veut que le mari arrête de fumer. De plus, donc, il possède un locus de contrôle interne, donc il a ce locus de contrôle interne, ce qui signifie qu'il perçoit que les événements et leurs conséquences dépendent principalement de ses propres actions et de ses efforts, et non du hasard ou alors d'influences qui viendraient de l'extérieur. Et cette perception de responsabilité personnelle, c'est une base psychologique essentielle pour tout travail de transformation durable et autonome. L'autodétermination de Ryan et Deci. Autre sujet d'un point de vue purement éthique et pratique, et qui me concerne, enfin qui concerne le thérapeute, investir son temps, votre temps en tant que thérapeute, votre énergie aussi, vos compétences auprès de quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager activement dans le processus parce que pas motivé. Alors, vous l'avez compris, globalement, c'est relativement quand même inefficace, mais c'est potentiellement préjudiciable. Ça peut mener à une frustration immense pour les deux parties. Ça peut évidemment saper votre énergie et même nuire à votre réputation professionnelle. Parce que si j'avais accompagné ce monsieur, je ne sais pas ce qui se serait passé. Évidemment, probablement qu'il n'aurait pas réussi. Et puis après, il aurait dit bah, David Vigneron, il est mauvais. Moi, ça m'aurait gêné, ça m'aurait embarrassé, ça m'aurait peut-être vexé, ça m'aurait mis en colère, je ne sais pas. Voilà, donc c'est pas forcément, je crois, très écologique d'aller à l'encontre de la motivation des consultants. Comme on dit, chaque chose en son temps, et il y a des moments où on n'est pas motivé, et parfois il faut attendre un petit peu. Et donc votre rôle en tant que professionnel de l'accompagnement, alors coach, thérapeute, hein, après bien sûr, tout ça est aussi applicable pour les coachs, c'est pas de sauver quelqu'un malgré lui, mais c'est de lui proposer un cadre et des outils pour l'aider à se sauver lui-même. Donne à Pierre un poisson, il mangera aujourd'hui, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Je crois que c'est Confucius, c'est à vérifier. Et donc s'il n'y a pas de motivation, il n'y a rien à accompagner. En tout cas, c'est mon avis. Donc moi, sans motivation, et la motivation, je l'évalue systématiquement, c'est pas forcément grâce à l'échelle de 0 à 10, hein, il y a 1001 façons d'évaluer la motivation, et si je sens que la personne n'est pas motivée, j'écourte la séance, où je l'invite, enfin j'écourte et je l'invite aussi à réfléchir sur ça et à revenir me voir quand il sera motivé. Parce que quand un consultant est motivé, il y a une espèce de résonance qui est presque palpable dans la relation. Je le trouve plus ouvert, plus réceptif à mes interventions, à mes réflexions, aux techniques auxquelles je vais l'éduquer, aux questions qu'on lui pose, etc. Et je constate que cette réceptivité, elle amplifie considérablement l'impact de chaque séance que je propose.
Et vous, les concepts que vous allez aborder, les exercices que vous allez proposer sont non seulement mieux compris, mieux intégrés, mais aussi et surtout appris plus facilement. Et vous savez que il n'y a pas de mise en application sans apprentissage. Ils comprennent mieux, ils apprennent mieux, ils mettent en application mieux, plus facilement, plus rapidement dans leur vie quotidienne, ce qui conduit bien sûr à des changements plus rapides et à l'atteinte de l'objectif ou des objectifs pour lesquels ils viennent vous voir. Je pense que c'est une synergie qui vraiment maximise le potentiel de chaque interaction et encore une fois, l'atteinte d'un objectif, parce qu'ils sont quand même là pour atteindre un objectif, me semble-t-il. En coaching, mais aussi de plus en plus en thérapie, le succès repose sur une véritable collaboration active. Aidez-moi à vous aider. Ça vient quand même beaucoup du coaching, hein. De plus en plus en thérapie. Moi, j'ai commencé par la thérapie et je me suis après orienté vers le coaching, mais d'aussi loin que je me souvienne, dans tout début des premières séances de mon activité de thérapeute, eh bien, cette motivation pour moi était absolument fondamentale. Un consultant motivé, il n'est pas un simple réceptacle de conseils, ça devient un espèce de, enfin espèce entre guillemets, de partenaire actif s'agissant de la construction de son propre chemin, atteinte de l'objectif. Il participe clairement à la définition des objectifs thérapeutiques, qui doivent être clairs, réalistes, à l'élaboration de stratégies adaptées à sa situation et surtout aussi à la mise en œuvre concrète des actions nécessaires. Le call to action, l'appel à l'action, vous faites un appel à l'action, il va passer à l'action. Alors, c'est plus un travail pour le consultant, mais c'est un travail avec lui. On est dans une dynamique gagnant-gagnant où chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que l'objectif soit atteint. D'ailleurs, dans mon cabinet, j'ai besoin de motivation et j'ai besoin aussi de coopération. Je pense que les deux sont quand même très liés. En face, donc il y a le fauteuil, ils sont en demi assis, et juste en face de celui-ci, donc pile poil dans leur champ de vision, il y a une affiche format A4, elle est verte, vert clair, et en mode de paysage, et en gros c'est écrit coopérer. J'ai besoin de cette coopération, il y a quelque chose probablement de très subliminal là-dedans, ils voient le coopérer, et de toute façon je le répète des milliards de fois, enfin des milliards, j'exagère, je leur répète qu'il faut coopérer, et moi j'utilise ça et je vous incite à mettre une plaquette comme je la décris, je le vous décris ici. Maintenant, je vous parle de l'importance de l'évaluation initiale de la motivation. C'est important. Avant de vous engager pleinement, pour moi, il est fondamental de consacrer du temps à une espèce de phase d'évaluation durant laquelle vous mesurez le niveau de motivation de votre consultant. Alors, ça peut se faire par des questions spécifiques, des questions ouvertes, qui explorent ses intentions, ses attentes, ses craintes, ses bénéfices secondaires, on en a parlé. Qui lui demande de venir en consultation? C'est ma femme? Bah non, c'est moi qui veux venir, voilà. N'ayez pas peur de refuser un accompagnement si vous pensez que la motivation, elle n'est pas présente, si elle n'est pas manifeste. Dans ce cas-là, vous pouvez lui proposer une orientation vers d'autres ressources, pourquoi pas, ou une simple proposition, et je le disais tout à l'heure, à revenir quand la motivation sera là. Je pense que c'est souvent le meilleur service qu'on puisse rendre à nos consultants dans ces cas-là. Finalement, la preuve la plus concrète et la plus gratifiante de la motivation, c'est la transformation réelle et le passage à l'action. L'objectif atteint et le passage à l'action. Un consultant qui est véritablement motivé, il n'est pas seulement celui qui parle de changement. Parler, c'est bien, faire, c'est mieux. C'est celui qui met en œuvre concrètement ce qui a été discuté en séance. Le passage à l'action, il passe à l'action. Il suit vos prescriptions de tâches. C'est celui qui expérimente de nouvelles façons de penser, de fonctionner, qui adopte de nouveaux comportements et qui persévère aussi malgré les inévitables défis. Il y a un coureur olympique, Jim Ryan, je cite une de ses citations, donc je cite une citation, la motivation est ce qui vous pousse à démarrer, l'habitude est ce qui vous fait continuer. La motivation est ce qui vous pousse à démarrer, l'habitude est ce qui vous fait continuer. Fin de citation. Donc dans notre contexte, la motivation initiale pour moi,
Je le pense vraiment, évidemment, c'est la clé indispensable pour que vos consultants atteignent leurs objectifs. Il n'y a pas d'atteinte d'objectifs sans motivation. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu et puis le canal Telegram également qui est à votre disposition, c'est dans la description de cette vidéo. Pour finir, si vous avez des questions, remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo, je réponds à vos questions sans intermédiaire. Alors, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos, à très bientôt, avec plaisir.